Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mercredi 9 novembre. C'était une installation très attendue au cœur du quartier de l'Amphithéâtre à Metz. Le nouveau cinéma Kinépolis a ouvert ses portes aujourd'hui à 13 h. Cet espace est composé de 8 salles et de 1105 fauteuils. Plus d'informations dans notre édition. Moins bonne nouvelle en forêt domaniale de Longeville-les-Saint-Avold. Des kilos de déchets ont été retrouvés sur une centaine de mètres. Meubles, pneus et matériaux amiantés ont été recensés par les chasseurs et l'Office national des forêts. Et c'est une première en France métropolitaine. Un champ de tir nautique vient d'être inauguré près de Bitche. Les unités plongeurs spécialité de l'armée de terre pourront désormais s'y entraîner. Découvrez quelques-uns de leurs exercices en images. Demain, côté météo, place à la grisaille en matinée avec des températures comprises entre 5 et 6 degrés. L'après-midi, de belles éclaircies se feront sentir, 14 degrés au maximum sur le thermomètre. La guerre entre l'Ukraine et la Russie continue et certains œuvrent pour aider la population ukrainienne, comme Raphaël Pitti, conseiller municipal à Metz et médecin de guerre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes parti une 4e fois en Ukraine, proche de la frontière russe cette fois-ci, pour former à la médecine de guerre. Vous reviendrez pour nous sur ces 3 jours particuliers sur place. Mais avant, on développe les titres de l'actualité. Ne soyez pas surpris de voir la Moselle sur TF1 du 12 novembre au 4 décembre. La chaîne de télévision diffusera des spots de publicité pour promouvoir la destination Moselle, spéciale fête de fin d'année, sentier des lanternes, marché de Noël ou encore la traditionnelle boule de Meisenthal. Tout ça, ce sera visible les week-ends avant ou après les magazines de l'après-midi et du lundi au samedi avant l'émission Petit plat en équilibre, programme qui réunit pas moins de 4 millions de téléspectateurs sur TF1 donc. C'était une installation très attendue pour venir dynamiser le nouveau quartier de l'Amphithéâtre à Metz. Le cinéma Kinépolis a ouvert ses portes ce mercredi à 13 h. Combien de salles sont proposées et quelles capacités d'accueil sont donc proposées et quelles sont aussi les raisons de son implantation? Eh bien, explication d'Anne-Sophie Grosse. Si vous habitez l'Eurométropole de Metz, vous avez désormais le choix entre 3 Kinépolis. 1 an et demi après l'ouverture du Kinépolis au centre commercial Waves, c'est au cœur du quartier Amphithéâtre à Metz que le groupe belge a décidé d'ouvrir un nouveau complexe. Répartis sur 2 niveaux, les 8 salles pourront accueillir un peu plus de 1100 spectateurs. Mais pas question de faire concurrence aux autres Kinépolis. Ici, on vise surtout une clientèle jeune. Le fait d'être en centre-ville, ça permet d'être desservi par les transports en commun. Donc là, on imagine que le public adolescent va pouvoir venir tout seul, sans déranger papa et maman. Et puis il y a un cinéma aussi qui s'inscrit dans un quartier où il y a beaucoup de résidences, donc un cinéma de proximité aussi. Côté programmation, idem, pas question de marcher sur les plates-bandes des autres Kinépolis. Les avant-premières, par exemple, se feront toujours à Saint-Julien, le cinéma historique. Et ici, vous aurez davantage accès aux films en version originale. Les jeunes avec les séries, ils ont forcément un engouement pour ce respect beaucoup plus fidèle finalement de la retransmission anglaise, originale en tout cas. Encore une fois, ce sera affiné selon, mais on retrouvera de toute façon de la programmation française. Aujourd'hui, si on prend la programmation de cette semaine, Black Panther est à 50% VO, 50% version française. Donc voilà, on essaie d'alterner pour donner un maximum de contenu accessible à tous. Et si après votre séance, vous avez un petit creux ou envie de vous dégourdir les jambes, il ne vous reste plus qu'à aller au restaurant ou au bowling qui se situe au rez-de-chaussée.
Mais avant de profiter de ces salles avec vos enfants, il faudra d'abord prendre des précautions pour accéder à la cantine scolaire. Des perturbations sont attendues ce jeudi 10 novembre. Une nouvelle grève interprofessionnelle se tiendra à l'appel de la CGT. Augmentation des salaires et réforme des retraites sont encore mis sur le devant de la scène. Et les cantines scolaires de Metz sont donc à nouveau touchées. Seuls 3 restaurants fonctionneront correctement ce jeudi. Celle des écoles élémentaires Jean Burger et Jean de la Fontaine et l'école maternelle La Clairière. Si quelques perturbations sont à prévoir sur l'accueil du matin dans 8 établissements messins, le périscolaire du soir, lui, semble être épargné. Il faudra également composer avec des perturbations dans les transports. Le SMITU, syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fench, a annoncé hier plusieurs mouvements sociaux à venir. Depuis quelque temps, des discussions sont en cours entre les syndicats et la société Keolis. Pour le moment, des discussions qui n'aboutissent pas à un accord. Des préavis de grève ont d'ailleurs été déposés, notamment pour la journée du 14 novembre. Grève qui devrait être reconduite jusqu'au mois de février, avec une heure de débrayage prévue aux heures de pointe. Des mobilisations qui s'ajoutent à un manque cruel de conducteurs et un plan de transport plusieurs fois modifié pour assurer le maintien du service scolaire. Des suppressions de lignes sont à prévoir en cas d'absence prolongée. Je vous propose maintenant de partir à la découverte de Graoukop, une épicerie coopérative implantée à Metz depuis avril 2021. Avec une inflation à 6%, les Français surveillent de plus en plus leur portefeuille et repensent leur mode de consommation. Alors la coopérative gagne chaque mois des adhérents qui contribuent au fonctionnement de ce petit commerce qui ne demande qu'à grandir. Les explications de Fanny Bragard. Sans enseigne tapageuse, Graoukop fait pourtant le plein de clients, ou plutôt d'adhérents, tous convaincus par les vertus de cette épicerie coopérative. En plus d'une cotisation annuelle de 15 €, ils donnent chaque mois 3 heures de leur temps pour faire tourner ensemble leur boutique de 50 mètres carrés. C'est un modèle où finalement le citoyen reprend la main sur finalement ce qu'il va consommer, quoi. Parce que pour le coup, il y a d'autres adhérents qui vont s'occuper de la section des produits et vont faire les bons choix pour finalement privilégier le local et le mettre à un prix honnête, quoi. Les coopérateurs sont ainsi les seuls décideurs des produits vendus. Résultat, sur ces 700 références, l'échoppe fait la part belle aux aliments bio et locaux, mais dans une démarche inclusive, n'exclut pas les produits conventionnels. Comme on dit toujours, on achète ce qu'on vend. Donc si on vend, on achète. Si on ne vend pas, on n'achète pas. Quand il y a des augmentations liées à l'inflation, les gens savent que ce n'est pas nous qui essayons de nous gaver sur l'augmentation des prix, sur la spéculation, etc. Ils savent que c'est parce qu'on l'achète plus cher, du coup on le revend plus cher. Contrairement à la grande distribution qui jongle entre ses marges, chez Graoukop, la transparence est de mise avec une marge unique à 20%, comme sur cette salade vendue 1,33 €. Ici, on a une salade donc bio et locale qui vient des jardins de Val-de-Moselle qui est à côté. Il y a cette traçabilité du produit, on sait d'où ça vient. Et souvent, il y a aussi cet apport gustatif. Du sens, du goût et un juste prix. Ici, les clients ressentent le pouvoir de leurs achats. On essaye de ne pas avoir trop d'intermédiaires, qui se répercutent forcément sur les prix. Voilà, de ce côté-là. Et puis, il y a toujours un bon roulement de fruits et légumes. Bien décidés à prendre leurs courses en main, les amis de Graoukop sont à la recherche d'un nouveau local pour enfin ouvrir le premier supermarché coopératif de Moselle. Ici, Graoukop, c'est la bonne humeur. Voilà. Repenser sa manière de consommer passe aussi par produire moins de déchets dans nos poubelles, même si malheureusement certains décident de jeter bien au-delà, comme dans nos forêts. On en parle dans notre rubrique environnement. Plusieurs chasseurs, usagers de la forêt et élus des collectivités ont tiré la sonnette d'alarme. Les dépôts de sauvages de déchets sont très récurrents. Dernier exemple en date en forêt domaniale de Longeville-les-Saint-Avold, avec un nombre incalculable de pneus, meubles et même de toitures amiantées. État des lieux à travers les bois pour une promenade pas très plaisante. La forêt domaniale de Longeville-les-Saint-Avold, transformée en déchetterie. Triste constat de plusieurs chasseurs et autres usagers de la forêt ces derniers jours. Et sur une centaine de mètres, des tas de détritus jonchent le sol. Essentiellement des pneus usagés, qui visiblement sont des pneus qui viennent d'Allemagne. Du verre, du polystyrène, du bois.
On a vu beaucoup également de plaques de fibrociment. C'est les anciennes couvertures qu'on mettait sur les toitures des garages et tout, et qui contiennent beaucoup d'amiante. Et qu'il faut faire enlever par une entreprise spécialisée pour éviter tout risque de contamination. Des déchets bien loin d'être de simples ordures ménagères. C'est la première fois que je vois ça de cette ampleur et aussi loin dans la forêt. On trouve parfois en bordure de forêt. Une situation qui désole également ce cycliste, régulièrement de passage dans le secteur. Sur Creusval, il y a 4 tas comme ça. Je sais que le maire de Coum, il a relevé 500 pneus depuis le début de l'année. Ça va nécessiter un certain nombre de camions, ça va engendrer beaucoup de frais. Et il est souhaitable que les autorités puissent arrêter les coupables et leur faire payer tout ça, en plus de l'amende qu'ils méritent. Amende pouvant aller jusqu'à 75 000 € et 2 ans d'emprisonnement s'il s'agit d'un professionnel. Les organismes compétents ont été rapidement contactés, comme l'Office national des forêts, malheureusement habitué à gérer des petits dépôts sauvages. Là, on est confronté à des phénomènes quand même beaucoup plus importants, que je qualifierais d'ordre plutôt professionnel, avec des gens qui s'inscrivent dans des filières d'écoulement de déchets, souvent en lien avec les pays voisins. On est face à une recrudescence de ces phénomènes. Là, on est effectivement dans une coordination nécessaire avec les autres services de la police de l'environnement pour essayer de juguler ces problèmes-là, de travailler aussi avec les élus pour essayer de mettre en place des procédures judiciaires quand on le pourra. J'espère qu'on arrivera à des sanctions exemplaires. L'affaire pourrait prendre un autre tournant. Un chasseur aurait pris sur le fait des individus déchargeant des pneus. En attendant les procédures judiciaires et l'enlèvement sécurisé des déchets, la forêt de Longeville-les-Saint-Avold devra garder ce visage quelque temps. Et vous connaissez la chanson. Chaque mercredi à 19 h, Alicia Hublot vous ouvre la boîte à malice pour faire le plein de culture. Au programme aujourd'hui, un focus sur le festival Cinéma Planète qui se tient du 15 au 20 novembre au Club de Metz, mais aussi sur l'auteur-compositrice-interprète Do, D-O-H. Originaire de Sarrebourg, la jeune femme vit aujourd'hui à Paris et vient de publier son premier single, Tueuse, un titre trip-hop dans lequel elle exprime sa sensualité. Écoutez-la. Les paroles sont assez incisives. J'essaye d'écrire des choses qui me transpercent et qui, je l'espère, peuvent traverser d'autres personnes. J'essaye d'expliquer ce que je ressens. Je parle beaucoup d'amour dans mes chansons, d'amour du corps et d'amour du cœur. Et je raconte ma vie, je raconte mes histoires. Peut-être que parfois je raconte des fantasmes aussi. Un reportage à découvrir en intégralité ce soir à 19 h, mais également sur notre site internet www.moselle.tv. 3 jours après sa défaite frustrante à Vendeuvre 3-7-2, le TFOC n'a pas rebondi hier lors de la 5e journée de Ligue A. Les joueuses tervillo-florangeoises ont mordu la poussière en Auvergne face à Chamalières, leur bête noire historique. Une défaite nette et sans bavure, 3-0. Reléguées à la 7e place, les joueuses de Romain Pitou tenteront de renouer avec la victoire face à Paris-Saint-Cloud, 3e au classement. Une rencontre au 111 de Terville ce samedi 12 novembre à partir de 19 h 30. Pour la suite, nous allons faire un point sur la spécialité plongeur de l'armée de terre qui fête aujourd'hui ses 75 ans. Et quoi de mieux pour entamer les festivités que l'inauguration en grande pompe d'un tout nouvel équipement, un champ de tir nautique, le tout premier en métropole. Il est situé sur le lac d'Aspelshit en Moselle-Est, une infrastructure unique pour que les plongeurs puissent s'entraîner au tir en zone humide. Les détails dans ce reportage de Baptiste Deveau. Sous l'eau, depuis un Zodiac, à bord d'une vedette ou héliportée, les plongeurs de l'armée de terre peuvent intervenir quelles que soient les conditions du terrain de guerre. Ils sont aujourd'hui environ 250 plongeurs du génie à garnir les rangs de cette spécialité créée en 1947. Auparavant, pour s'entraîner, ces militaires se rendaient soit en camp d'entraînement nautique en Guyane, soit au cœur d'installations d'armées européennes comme en Belgique.
Mais désormais, ces plongeurs possèdent leur premier champ de tir nautique en métropole, situé au lac d'Alspelshit en Moselle-Est. En ce qui concerne le tir à terre, nous avons déjà évidemment beaucoup de possibilités de tir, mais il n'existait pas de capacité de tir spécifique à partir d'un plan d'eau, et c'est désormais chose faite. Ce nouveau champ de tir est une grosse aubaine pour les plongeurs de l'armée de terre qui pourront conduire régulièrement des entraînements sur toutes les phases de tir possibles et inimaginables à bord d'embarcations, de kayaks, en sortie d'eau. Les 2 tiers du lac sont exploités par le 16e bataillon de chasseurs à pied de Beach et permettent aux militaires de s'entraîner dans des conditions optimales. 3 ans et demi de travaux ont été nécessaires. Les rives et la forêt avoisinante ont été aménagées pour l'installation de cibles et de parcours terrestres. D'autres zones ont été adaptées pour la préparation et la sécurité des militaires, le tout dans le respect de la biodiversité, puisque le lieu est classé Natura 2000. Tout en mettant en symbiose la biodiversité et notre préparation opérationnelle, apporter des aménagements en s'appuyant sur les conseils des différents acteurs. On a un référent biodiversité au niveau de l'équipe de l'espace d'entraînement et on travaille avec des dossiers avec la DREAL pour valider les concepts. Les plongeurs du génie de l'armée de terre et les différentes unités du camp de Beach peuvent s'aguerrir à bord d'embarcations ou depuis l'eau après un dropping par hélicoptère. Des missions subaquatiques comme du tronçonnage ou de la soudure sont également menées. Depuis quelques années, les plongeurs de combat du génie s'orientent vers l'intervention offensive, qui est une grosse part à travailler pour nous, ce qui n'est pas faisable partout de la même manière, dans les mêmes dimensions. Le site d'entraînement nautique du lac d'Alspelshit répond aux nouveaux besoins de l'armée française avec le retour de la menace en Europe de l'Est. Là-bas, de nombreux fleuves et rivières sont présents. Le franchissement nautique des hommes et des véhicules devient donc primordial. Et justement, notre invité du jour revient d'Ukraine où il a formé à la médecine de guerre pendant plusieurs jours. Raphaël Pitti, bonsoir. Bonsoir. Vous revenez de votre 4e déplacement en Ukraine. Cette fois-ci, vous êtes parti 3 jours fin octobre à Kharkiv pour former à la médecine de guerre, comme je le disais, votre spécialité. Vous y étiez avec les équipes de l'ONG MEAD France, une ONG française de santé et de solidarité. Un centre de formation existe déjà, que vous avez en partie mis en place, mais plutôt à l'ouest du conflit. C'était important de se rapprocher justement des zones de conflit plus à l'est et plus proches de la frontière russe? Oui, parce qu'au début, nous étions partis sur le fait que c'était une invasion de l'Ukraine et donc il était nécessaire de mettre en place un centre de formation très proche de la frontière polonaise pour pouvoir éventuellement s'exfiltrer en cas de danger. Et puis, bien évidemment, les choses ont changé. La guerre maintenant s'est concentrée essentiellement dans l'est du pays. Et il y avait de la difficulté à ce que les médecins de l'est du pays puissent venir jusqu'à notre centre de formation qui était à Lviv. Alors, il a été plus important pour nous de mettre en place une formation mobile et d'aller directement à leur contact. Et c'est ce que nous avons fait pendant ces 3 jours pour les former, en particulier à l'échographie. Justement, cette formation d'échographie d'urgence est-elle essentielle? Pourquoi? Est-ce qu'il y a besoin d'un matériel spécifique? Oui, bien évidemment, parce qu'il faut trier rapidement. Il n'y a pas le temps d'envisager pour chaque patient, etc., un scanner pour faire un bilan lésionnel complet interne. On peut faire un bilan, si vous voulez, clinique, bien évidemment, mais pour faire un bilan des lésions qui sont internes, le mieux c'est bien sûr l'échographie, et la technologie a tellement évolué que nous avons des appareils d'échographe qui mesurent 9 grammes, qui se tiennent à la main et qui fonctionnent avec un simple smartphone. Et donc c'est ce que nous leur avons apporté comme formation. Donc finalement ça permet de prioriser, j'aime pas forcément ce terme, mais trier les patients. De trier les patients pour savoir quels sont ceux qui sont le plus urgents, de ceux qui ne le sont pas, et savoir aussi en même temps quels sont ceux qui nécessitent une intervention chirurgicale, de ce qu'on appelle le damage control, de manière à contrôler les lésions internes qu'ils peuvent avoir, et l'échographie devient un objet incontournable. Alors on imagine difficilement l'ambiance qu'il y a pu y avoir sur place. Comment s'est déroulée cette formation? Vous étiez quand même à 32 km de la frontière russe. Il y avait quand même une épée de Damoclès au-dessus de C'est-à-dire que nous avions constamment des alertes qui nous obligeaient à descendre à la cave. C'est même quand nous sommes arrivés dans l'hôtel que nous avions réservé, et nous étions les premiers clients de cet hôtel depuis 6 mois.
La dame a commencé par nous faire visiter la cave en nous disant en cas d'alerte, voilà où vous allez devoir vous descendre. Et nous n'avons pas arrêté. À un moment donné, même 5 fois dans la journée, même dans la nuit, nous sommes descendus régulièrement dans la cave parce qu'il y avait ces alertes-là. Et la ville de Kharkiv est une ville qui était en guerre, c'est-à-dire désertée de sa population, le froid parce qu'il n'y a plus de chauffage dans la ville, des problèmes d'électricité bien évidemment, enfin une situation de guerre, quoi. Est-ce qu'il existe d'autres projets de formation ? Oui, nous avons commencé par l'échographie parce que c'est vraiment très très important pour améliorer le triage des patients. Et puis il va se passer à Metz le 11, le 12 et le 13 une formation à la prise en charge des psychotraumates d'urgence entre la fac de psychologie de Metz et notre centre de formation à Lviv. Il y aura derrière un cours de chirurgie de guerre, il y aura aussi un cours sur la prise en charge des blessés chimiques. Vous évaluez à combien le nombre de médecins, de soignants à former sur place? Est-ce qu'il en reste encore beaucoup d'ailleurs? Oui, il est même énorme parce que j'ai rencontré les différents responsables des centres de secours, comme le responsable des pompiers et de la sécurité, le responsable de la région en ce qui concerne les centres de secours. J'ai rencontré, et alors il y a ce besoin de formation qu'ils évaluent énorme. Sur le plan des centres de secours, il a évalué à plus de 10 000 personnes. Donc ce que nous faisons, nous, c'est de former des formateurs en nombre assez important qui puissent à leur tour former. Et donc notre centre de formation est entre les mains des Ukrainiens, le directeur administratif est ukrainien, le responsable médical est ukrainien, l'ensemble du personnel est ukrainien. Nous apportons notre savoir-faire et la supervision des cours que nous mettons en place, mais nous formons surtout des formateurs qui formeront à leur tour. J'imagine que ce n'est pas votre dernier déplacement. Vous comptez revenir sur place en Ukraine? Oui, c'est prévu dans 2 semaines en particulier. Il y a des conventions que je vais signer avec les différents responsables des secours et de la sécurité en particulier. Et donc, il y a une nécessité de poursuite du développement. Et puis, cette idée surtout d'avoir un centre de formation mobile. Et donc, il nous faut acquérir un véhicule, il nous faut acquérir du matériel, etc., pour faire en sorte que nous puissions aller vers les zones de guerre, c'est-à-dire à Mykolaiv, à Kharkiv de nouveau, etc., dans tous ces centres où il y a des médecins qui attendent très fortement ces formations pour les aider face à la situation qu'ils vivent. Si vous deviez retenir au moins une chose de votre dernier déplacement, que ce soit par rapport à la formation, par rapport à l'état de la ville, à l'ambiance ou même à votre ressenti propre, ce serait quoi ? Écoutez, on est vraiment dans une situation de guerre, c'est celle que j'ai connue un peu partout, en Syrie, bien évidemment, en ex-Yougoslavie, pendant la première guerre du Golfe, etc. Donc on est vraiment dans une situation de guerre. Et là, bien évidemment, vous êtes face à des gens qui sont totalement concernés. Entre les médecins, je dirais, de l'Est, bien évidemment, qui ne vivent pas ce que vivent leurs collègues qui sont, de l'Ouest, qui ne vivent pas ce que vivent ceux de l'Est. Bien évidemment, quand nous sommes arrivés à Kharkiv, nous avions 12 places pour la formation à l'échographie, ils étaient 17 à se présenter. Donc c'est dire qu'en même temps, ils se sentent très très concernés et attendent de nous, bien évidemment, que nous les aidions. Et comme si vous le permettez, à tous vos téléspectateurs, de leur dire que nous avons besoin, bien évidemment, de fonds, parce qu'il ne s'agit pas de former des gens avec des matériels qu'ils n'ont pas. Il faut leur donner aussi ces matériels, et chaque appareil d'échographie coûte 3 000 €, toutes taxes comprises. Donc le message est passé. Oui, si vous désirez faire un don pour cette cause-là. On imagine donc que vous n'avez pas fini de faire des allers-retours par rapport à cette crise. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous rejoindre sur ce plateau et à très bientôt. Merci. Le service départemental de la sécurité publique, quant à lui, a une nouvelle directrice. La commissaire divisionnaire Isabelle Sirferi, Laurent Touvet, préfet de la Moselle, a présidé ce mercredi son installation officielle. Forte de 24 ans d'expérience dans la police nationale, ce n'est pas la première fois qu'elle met un pied en Moselle. Elle a été notamment directrice de cabinet du préfet délégué défense et sécurité à Metz entre 2008 et 2011 et directrice adjointe des compagnies républicaines de sécurité à Metz toujours jusqu'en 2014. Et avant de prendre ce nouveau poste, elle a dirigé la formation et le recrutement en Auvergne-Rhône-Alpes pendant près de 4 ans. Félicitations à elle. C'est la fin de cette édition. Découvrez la culture sous toutes ses formes dans la boîte à malice à 19h. Et puis juste avant, Jean Milon accueille la présidente de l'Institut européen d'écologie dans un nouveau face-à-face. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.